d'être là, d'abord. Bah oui, religieux et tout ça. C'est les gens qui ne peuvent pas rentrer parce que vous êtes trop nombreux. Mais non. Avant d'accueillir nos invités, on va passer la parole au collectif Éducation Montreuil-Bagnolet qui a été mobilisé, que vous avez croisé à l'entrée, mais c'est bien d'être au-delà du trac dans une prise de parole en chair et en os. Et donc je leur passe la parole en introduction. Bonsoir à toutes et à tous. On vous remercie de nous laisser quelques minutes pour prendre la parole. Donc on est le collectif Éducation Montreuil-Bagnolet. Donc je suis enseignante dans un collège à Montreuil et Elodie qui va prendre la parole également est parent d'élèves. Pardon ? Et enseignante également. Donc voilà. Donc le collectif s'est créé il y a quelques semaines déjà pour lutter contre la baisse des moyens alloués à la Seine-Saint-Denis. Il faut savoir que l'établissement scolaire le moins bien doté de Paris reste mieux doté que le plus doté de Seine-Saint-Denis. Alors voilà, j'ai préféré vous lire la phrase pour ne pas bafouiller, et elle est extraite d'un rapport parlementaire. Donc vous voyez, il y avait vraiment une volonté politique de donner moins à notre département, sachant que c'est un département qui en aurait besoin. Donc on a décidé cette année, de manière assez historique, il faut le dire, de s'unir les deux villes, Montreuil-Bagnolet, pour exiger ensemble plus de moyens. Généralement, chaque établissement le faisait, on faisait grève, et les réponses qu'on nous donnait, c'était des réponses individuelles. On ne peut pas vous donner parce qu'on a déjà donné à tel établissement. Voilà, donc on est également contre la loi Blanquer qui va être votée très prochainement. Je laisse la parole à Elodie. Bonsoir. Deux précisions déjà sur les moyens. Comme vous le savez, a été mis en place sur l'ensemble du territoire des classes à 12 en CP et CE1 pour les écoles en REP. Ce ne sera pas le cas en Seine-Saint-Denis, non, il y en REP aussi maintenant. Ce ne sera pas le cas en Seine-Saint-Denis pour les CE1, ce sera le cas partout, mais pas en Seine-Saint-Denis. Manque de locaux, nous dit-on, manque de moyens. Et en même temps, nous vendons donc une école de la confiance pour la réussite des élèves. Ce ne sera pas pour la réussite des élèves de Seine-Saint-Denis, où il se trouve qu'on a déjà près d'un tiers d'enseignants qui sont des contractuels et non des enseignants ayant passé un concours. Ensuite, on nous vend la réforme du bac comme donnant plus de choix à tous, plus de liberté. Dans les faits, ça va se traduire par des usines à gaz extrêmement compliquées pour les parents, extrêmement compliquées pour les enseignants aussi. Et de toute façon, ça se traduit dans le secondaire par 40 000 élèves en plus cette année et 2300 postes en moins. Donc, tout ça sont des choses contre lesquelles nous on souhaite lutter, on souhaite que les parents nous rejoignent, on souhaite que tous les enseignants nous rejoignent si possible. Donc on a une pétition qu'on souhaite faire signer, on a une caisse de grève et on a une page Facebook Collectif Éducation Montreuil-Bagnolet. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et en attendant, un grand merci aux médias pour nous avoir laissé nous exprimer et bonne soirée à tous. Merci à tous. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Maya Gasly et Michel Leclerc. Bonsoir. Au passage, on peut aussi applaudir Emmanuel et Nicolas du GC Distribution, grâce auquel on fait cette rencontre. C'est la meilleure introduction au film. Hein. Oui. On n'a pas besoin de rajouter grand-chose. C'est raccord. C'est raccord. Ouais. Je veux juste dire, oui, moi, ça me paraît dingue que les écoles ici soient les plus pauvres que celles de Paris, par exemple. Je trouve que c'est un déni total de démocratie, quoi. Oui, mais on donne déjà un pognon de dingue à la démocratie, à la Seine-Saint-Denis, c'est pour ça, oui. Non, cela dit, non, mais toutes les associations de Seine-Saint-Denis qui demandent en ce moment de l'argent du conseil régional, par exemple, ont comme réponse systématique qu'on a déjà investi trop d'argent en Seine-Saint-Denis et ça ne sert à rien. Donc c'est la systématique sur les associations culturelles, par exemple, et c'est affolant parce que du coup, on est en train d'appauvrir le département le plus pauvre de la région parisienne. Pardon, c'était pas tout à fait le sujet. C'est entièrement le sujet du film, donc c'est ça qui est bien. Enfin, c'est vraiment voilà. Ensuite, on en débattra tout à l'heure, mais je pense que c'est au cœur du sujet du film, donc ça ne peut pas tomber
plus juste, en tout cas. Et vous dites quoi en général quand il n'y a pas de première partie de programme pour présenter ce film? Enfin, moi, on est toujours assez mal à l'aise de présenter un film avant que les gens le voient, parce que je veux dire, ouais, c'est un film super et tout ça, mais en fait, ça sert à rien. Non, c'est vrai aussi, hein, par ailleurs, mais bon. Non, je peux dire un truc quand même, c'est que là, j'ai lu, il y avait dans Télérama une critique qui disait que le film se passait à Montreuil, et là, je suis très, très virulent sur cette question, le film se passe à Bagnolet. Mais tu as tout de même tourné la maison à Montreuil, je tiens à te le rappeler. Ah oui, il y a vraiment une toute petite incursion. La maison est à Montreuil. Mais nous, à Bagnolet, on n'aime pas trop le Montreuil. Et donc, il y a plein de Bagnoletais de souche qui sont très en colère et qui vont venir probablement vous péter la gueule. Merci, ça va nous aider. Non, mais ça va nous aider pour la rencontre. Maintenant, détendez-vous et bonne projection. Bonne projection, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Daniel Casby et Michel Leclerc. Alors, à la fois scénariste, réalisateur pour Michel, et d'ailleurs par ailleurs, acteur, figurant, chanteur, ils font tout, quoi. Bon, on va commencer du coup par un truc assez simple, mais c'est-à-dire qu'on imagine que cette question de fond qui est école privée, école publique, qui est quand même un des points de départ du film, correspond sans doute à un questionnement assez personnel. Oui. Oui. Et que du coup, c'est peut-être ça, cette expérience-là de dilemme, qui a nourri ce projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous pouvez, dans quel contexte et comment ça a amené le désir d'en faire un sujet de film? Bah oui, c'est vrai que donc on a vécu 10 ans juste à côté, à Bagnolet, voilà, et que oui, effectivement, on a. Il faut sécher, je sais pas. On a rencontré. Quelle école? Pardon. Henri d'Altis, place de la Réunion. Merci Mario. Qu'à un moment donné, on a rencontré des problèmes. Alors ça faisait des années qu'on vivait là, que nos enfants étaient à l'école, et qu'à un moment donné, on a rencontré des problèmes, ou du moins on a ressenti que notre gosse avait des problèmes à l'école du quartier dont on dépendait, qui est la même école, l'école Jean Jaurès, sur le plateau à Bagnolet. Et voilà, c'est un peu monté en crème chantilly, c'est-à-dire qu'on a vraiment été pris d'une angoisse qui nous a renvoyé pendant des mois en fait, qui nous a renvoyé à plein de choses, quoi, qui renvoyait à ce qu'on était, à quelles étaient vraiment nos valeurs, jusqu'où on peut accepter que notre enfant ne soit pas bien par rapport à ce que nous on croit de l'école publique, etc. Et donc à un moment donné, voilà, on s'est dit que notre névrose personnelle rencontrait quelque part une névrose beaucoup plus générale de la société par rapport à l'école, par rapport à la peur. Et on s'est dit que quand il y a cette espèce de rencontre entre névrose personnelle et névrose collective, qu'il y a un sujet de film. Voilà. Il y a effectivement cette dimension et cette articulation entre le personnel et le collectif, mais il passe aussi vraiment par une jonction entre l'intime et le politique, notamment parce que c'est vraiment un film sur le couple, oui, de façon pour moi assez bouleversante, alors que sur le papier, je le lirais, je me disais, je ne vais pas être ému par ça, c'est trop simple, c'est trop... Et en fait, fondamentalement, moi, ce film me touche vraiment. Et par ailleurs, il me fait vraiment rire, parce que, y compris mais j'imagine d'autres, me reconnaît dans les dilemmes que le film expose et dans les contradictions de gens de gauche de façon générale, quoi. Donc comment vous avez travaillé pour nouer ces deux enjeux-là, c'est-à-dire en faire malgré tout un film presque romantique, il y a quand même une reconquête, une espèce de comédie du remariage, comme on dit parfois, et puis en même temps de garder cet axe plus général
qui permet d'établir une sorte d'état des lieux de la situation politique à partir de cette question d'école. Je peux juste... Je commence juste... Ouais, voilà. Mais non, mais c'est quelque chose auquel on croit depuis qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire de dire que les idées, le combat des idées, la confrontation des idées pouvait être un moteur de l'amour. De l'amour ou du désamour. Oui. Et c'est un peu le sujet du film. C'est-à-dire que ça peut être un moteur d'amour en moyen de partager des espoirs, des idées fondamentales sur les choses, parce que c'est aussi comment on se voit en tant qu'être humain, mais ça peut marcher dans le couple, mais ça peut marcher avec les amitiés, dans la vie en général, parce que là, ils se brouillent entre eux, ils se brouillent aussi avec leurs amis. C'est quelle vision du monde on veut défendre. C'est vrai que l'idée depuis le départ, c'était ça, c'était comment, finalement, tout d'un coup, ils sont, par rapport à cette histoire d'école, remis dans ce qu'ils ont vécu aussi dans leur enfance. Et donc, du coup, là, ça détruit un peu le couple. Ça détruit un peu un couple, c'est une projection, c'est un pari, en fait. C'est une troisième personne. Voilà, c'est ça, c'est un pari. Et là, tout d'un coup, ils sont renvoyés à leur histoire, et leurs histoires sont différentes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont incapables de se mettre d'accord. Oui, puis il y a cette question, c'est à quel moment l'autre, qui forcément ne pense pas tout à fait la même chose, à quel moment, si vraiment il ne pense pas de la même chose, à quel moment on perd l'amour, quoi. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Il y a des moments dans le film où, à un moment donné, Paul passe une limite vis-à-vis de Sophia qui, pour elle, c'est plus possible. Il passe une limite. Il passe une limite au-delà de laquelle elle ne peut plus l'aimer. Ouais, et moi, ce que je trouve très beau, du coup, dans la morale du film, me semble-t-il, mais c'est qu'en fait, le film se termine par cette scène improbable de l'escalade avec voile. Mais que... C'est improbable. Oui, enfin, un peu, très à droite, je veux dire... Mais quand même, il y a un côté super-héros, quoi, conte de fées ou que sais-je. Et en fait, la morale n'est pas tant dans ce geste héroïque-là que dans ce qui se passe juste après, c'est-à-dire une espèce de reconnaissance de la pertinence des points de vue divergents, je crois. Exactement. Oh, et ça, je trouve ça vraiment très très beau, parce que d'habitude, dans les parties contes de fées, au contraire, on a tendance à valoriser l'unicité, le message, et que tout à coup le message, ce soit de reconnaître qu'on puisse avoir une opinion différente de l'autre, et qu'elle soit malgré tout pertinente, me paraître finalement ce qui permet au couple de se reconstituer de façon aussi miraculeuse à la toute fin. Vous avez tout à fait raison, mon cher Stéphane. C'est tout à fait comme ça qu'on l'a pensé, que cette scène qui n'a l'air de rien après la scène de Barnum était la plus importante, évidemment. C'est cette idée que, à la fin du film, s'il n'y a qu'une seule chose qu'on veut dire, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais qu'on peut continuer à se parler, quoi. Et que c'est le problème et la grande difficulté est si on n'arrive plus à se parler. Mais que chacun garde ses raisons, les gens ne sont pas plus d'accord à la fin du film qu'au début. C'est vrai qu'il y a le film, il y avait comme ça aussi l'idée de faire un hymne à la dispute, à la polémique, qui à mon avis est un sport très français. Et je pense que c'est très bon pour le couple d'arriver à polémiquer. À partir du moment où on ne peut plus discuter, c'est que c'est fini. Et je pense que dans la société, c'est la même chose. Donc on se posait beaucoup de questions par rapport à cette histoire-là, mais par rapport à l'histoire en général, c'est-à-dire comment on fait pour finalement ne pas se retrouver à discuter toujours avec des gens qui sont d'accord avec vous, à se retrouver dans des microcosmes où on discute avec des gens qui pensent pareil. Ce qui serait assez cohérent avec un projet de film où quelqu'un essaie de coucher avec des gens qui font partie du parti opposé, par exemple. Oui, c'est vrai, voilà. Par exemple, ouais, il y a cette idée. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup dans cette scène par ailleurs, juste pour m'arrêter 2 secondes dessus, c'est que c'est une espèce de mise en abîme de ce que nous faisons, nous, spectateurs. C'est-à-dire que quand elle commence à grimper ce mur, on n'y croit pas, mais il y a un truc comme ça de se dire, ils vont quand même pas faire ça. Et ensuite, on se dit, mais comment j'interprète ce geste, donc nous sommes en train de nous interroger pour savoir où on se situe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Et le fait de déployer, du coup, les interprétations possibles
me paraît un vrai hommage à l'inventivité du spectateur et à notre part de création. Mais ça me fait tellement plaisir de vous entendre. Non, mais parce que par exemple, sur cette fin, j'arrête pas de lire que c'est complètement cliché, invraisemblable, alors qu'effectivement, voilà, on écrit une scène où on n'est pas sûr nous-mêmes de ce qu'on veut raconter, mais au moins on laisse au spectateur la possibilité de se situer par rapport à la scène. Et donc voilà, est-ce que c'est parce qu'elle enlève son voile? Est-ce qu'on veut dire que l'école publique doit être sauvée par l'islamisme radical? Est-ce que... Enfin voilà... C'est un message très caché. C'est un message très caché, mais on a eu ce genre de remarques. Ensuite, voilà, moi je suis là pour donner des possibilités au spectateur de penser exactement ce qu'il veut penser face à une scène comme celle-là. Alors, je pose une petite dernière, puis après on va passer la parole à ça. Comment vous avez pensé, j'allais dire, les deux rôles principaux du couple central, mais aussi en écho l'autre couple? Quel rapport vous avez établi pour constituer ces deux couples en parallèle? Et notamment sur cette question de cette jeunesse qui les fonde, puisque c'est quand même un des liens entre les quatre personnages. Déjà, on savait que, effectivement, cette situation de désaccord par rapport à l'école allait peu à peu les séparer, en tout cas les angoisser, qu'ils n'allaient pas du tout avoir la même façon de réagir. On avait envie, on s'est un peu posé des questions par rapport au monde des gens, par exemple. On avait envie d'inverser le rapport homme-femme et d'avoir pour le coup un personnage masculin qui déborde, qui soit très radical, incontrôlable, et un personnage féminin plus dans la réserve, qui est un petit peu l'inverse du couple du nom des gens. Donc on l'a construit comme ça dès le départ, et puis on se disait de toute manière que c'était un truc naturel, puisque Paul, il a, on va dire, une fidélité à son anticléricalisme, à son anarchisme de jeunesse, et finalement, dans un monde où la religion principale, c'est plus forcément toujours la religion catholique, et donc le dominant, ça devient pour lui très compliqué de rester anticlérical, parce que potentiellement il devient facho et il trahit aussi la défense des immigrés, la défense de la mixité, qui est aussi l'autre mamelle de la gauche. Donc en fait, c'était de faire un personnage vraiment qui est pris dans ses contradictions, mais qui veut absolument rester radical et fidèle à lui-même. Et le personnage féminin a ce désir comme ça, comme elle est vraiment, on va dire, trans-classe. Elle a changé de classe sociale. Elle a l'impression qu'elle est plus vue comme ce qu'elle était au départ. Et donc elle est toujours avec le désir de surtout pas la ramener, surtout pas avoir l'air de dire que oui, j'ai fait beaucoup d'études et j'ai réussi. Donc elle a un petit peu cette angoisse comme ça de la trahison. De la trahison et voilà. Et elle a une forme de culpabilité, mais elle ne sait pas bien où la placer. Donc il y a cette histoire-là, et c'est vrai qu'après, une fois que le conflit arrive, on avait vraiment envie et besoin d'amener un couple qui était pas du tout de la même histoire. Et on a créé ce lien imaginaire qui est le lien du début de l'histoire de Sophia. Elle est sortie avec Nadir quand elle est jeune, mais nous, ce qu'on voulait, c'était surtout les confronter à un couple qui a aussi ses angoisses, en fait, par rapport à l'école. D'assumer le fait que eux, leurs angoisses, finalement, c'est peut-être la mixité, la religion, et tout d'un coup de transvaser, de se mettre dans la peau de l'autre, et de dire, mais eux aussi, ils ont leurs angoisses, leur point de vue, et d'arriver à se déporter à changer de point de vue, en fait. Oui, parce que le couple de Paul et Sophia sont vraiment caractérisés comme les bobos. Vraiment, ils rentrent dans toutes les cases de la définition des bobos. Et évidemment, c'était important pour nous de les confronter à un couple finalement très symétrique, qui est aussi d'ailleurs un couple mixte. Et ça, on en a beaucoup. Sauf que si le couple que forment Paul et Sophia se reconnaissent sur un certain nombre de valeurs dites bobos, le jardin partagé, un certain nombre de choses comme ça, le couple formé par Dounia et Nadir se reconnaît comme valeur commune la religion. C'est leur voilà. Et qu'il y avait cette idée de eux. Et la réussite sociale par l'école aussi. Eux, ils sont. Enfin, nous, on s'était imaginé ça. Moi, je m'étais imaginé ça. C'est que quelque part, ce dîner entre les quatre,
les valeurs que défendent Dounia et Nadir, pour moi, c'était un peu les valeurs de mes parents à moi. C'est-à-dire l'idée de si tu réussis à l'école, tu vas parvenir à te hisser socialement. C'est-à-dire comme c'est toute cette discussion entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et voilà, là où ils sont, Nadir et Dounia, ils ont pour leurs enfants la croyance dans l'école en fait. La croyance que l'école est ce lieu où il y a la possibilité peut-être pour leur enfant, s'il travaille bien, s'il est sérieux, s'il est bien habillé, de se hisser socialement et de changer de classe sociale. Alors que Paul et Sophia n'ont pas cette croyance-là, en fait. Et finalement, leur croyance dans l'école est assez faible, moi j'ai l'impression. Ils se disent de toute façon, nos enfants, l'important c'est qu'ils réussissent leur vie, qu'ils soient bien, c'est cette idée du bien-être, qui est très... qu'on ne peut obtenir que quand finalement on s'est déjà hissé socialement. Oui, et quelque part, ils n'ont pas peur que leur enfant, par exemple, redescende socialement, je crois pas. Qui pose la première? Je voulais juste vous demander si vous, de votre côté, vous allez changer votre enfant d'école. C'est une bonne question auquel on s'attend à répondre. Donc on va y répondre. Oui, on a changé notre enfant d'école. C'est même ça qui a été le point de départ du film. À un moment donné, on n'était vraiment pas bien. On avait le sentiment qu'il n'était pas bien, que effectivement la plupart de nos amis étaient partis, et que donc à un moment donné, on a triché sur notre adresse en l'inscrivant dans une école publique dans le 20e. Où ma grande fille avait été, parce que j'ai une grande fille, enfin là on raconte notre vie, mais et que à partir de là, ouais, on était tellement poisseux et tellement honteux d'avoir fait ça, que ça a été le point de départ de l'écriture du scénario, et qu'ensuite on a déménagé de Bagnolet pour aller vivre à côté de l'école de notre fils, où comme ça tout est rigolo. Mais c'était marrant parce que, enfin c'était pas marrant parce que c'était une sale période pour nous où on a vraiment été saisis par l'angoisse. C'était en plus juste après Charlie Hebdo, c'était en 2015, dans un moment comme ça un peu tendu où parfois je pense que les peurs se sont exprimées un peu plus que d'habitude, et puis même ces tensions-là sur la religion se sont exprimées plus, et en tout cas ce qui était assez dingue, et je pense qu'il nous a décidé à écrire un scénario alors qu'on aurait bien aimé penser à autre chose, c'est que d'abord on n'a jamais réussi à savoir si on faisait bien ou pas, qu'ensuite on n'a pas réussi à parler vraiment avec les parents de l'école avant de faire ce choix. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... on ne savait pas comment faire, et puis à la fin on a réglé les choses en se disant mais en fait on n'est même pas sûr que notre enfant soit content comme ça. Et quand on est parti, pour le coup, les parents de l'école nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là on s'est mis à parler. Donc là ils nous ont proposé de venir à des réunions, on s'est mis à échanger avec tout le monde, et là on s'est dit ok, il y a un truc qui se faisait pas dans le dialogue et tout ça, et voilà, et ça a été le début du film. Et c'est vrai qu'on est parti de cette école et on a tourné dans la même école. Donc on a revu les parents, le directeur, le professeur de notre fils. Enfin, c'est assez bizarre, fort. Il y avait un côté bizarre et assez fort. Ouais. Sachant que la fin du film est assez ambivalente sur le destin de l'enfant, parce qu'il n'est pas pour autant désinscrit de son école parisienne. Et en revanche, ce qu'on voit quand même clairement, ce que le film montre très bien, c'est que les parents projettent beaucoup, notamment dans cette scène d'espionnage à partir de la maison voisine, de M. Toledano. Ouais. Parenthèse, c'est exprès qu'il y a Ben Salah et Toledano, vous piquez tous les noms de vos confrères. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et donc, la beauté du film, c'est quand même que, mine de rien, il n'y a pas de leçon finale, parce que l'enfant a un vrai désir de retrouver ses copains, de participer à cette fête, qui est une fête de brassage et de mixité, mais la question du devenir scolaire de l'enfant n'est pas traitée. Non, mais en tout cas, ce qu'on savait, c'est que, effectivement, puisqu'on vient de vous raconter ce que nous, on a vécu de notre vie,
il était hors de question, on s'est beaucoup posé cette question, de finir le film comme nous, on a réglé la question dans notre propre vie. Parce que ça nous paraissait, par rapport à l'idée qu'on a de l'école publique, beaucoup trop déprimant, quoi. Il était hors de question de finir et que le petit Coco aille dans la belle école du 20e arrondissement et que finalement on laisse tomber. Voilà. Moi, on l'a envisagé à un moment, mais ça n'aurait pas été une comédie, ça aurait été un film social oui. où finalement on finit avec la triste réalité de ce qu'on a fait, de ce qui se fait vraiment. Et nous, on avait envie d'aller plus vers quelque chose vers la femme, vers finalement l'utopie, le désir de ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait, parce qu'on savait, en tout cas on l'a ressenti, à quel point il y avait eu un temps de fantasme et de peur chez nous. À partir du moment où on l'identifie et que finalement on n'a jamais pu prouver qu'ils étaient en danger ou je sais pas quoi, ils n'étaient peut-être pas bien, mais on ne savait pas comment réagir. Donc en fait on s'est dit ok, on va travailler sur cette question de la peur. C'est un peu, voilà, c'est un peu la base de comment on écrit un film aussi, quoi, partir un peu des choses un peu des mauvais sentiments et d'essayer, en tout cas quand on veut faire une comédie, de le transformer dans quelque chose de joyeux ou de collectif parce que c'était aussi l'idée que on n'avait pas réussi à être dans le collectif, alors que cette histoire d'école, si on se retrouve seul avec son enfant, sa peur, son envie que son enfant réussisse, de toute manière on fait le choix, chacun, c'est ça la phrase, chacun veut ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Mais après, on se disait, ok, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est que ça arrive à devenir collectif, et pour ça, un film, c'est bien. Madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai trouvé un très gros malaise à un moment du film. Je pense que ça correspond au gros malaise qu'éprouvent les personnages qui sont confrontés à leur peur, à l'accumulation d'ennemis dans l'école, d'ennemis potentiels pour leur enfant, la religion, les Noirs, les Arabes, le seul blanc, enfin. Et je trouve que ce malaise-là, qui fait un peu trop durer à mon goût, moi je trouve ça très très dur, insoutenable presque. Après, ça repart à partir du moment où le conflit éclate vraiment dans le couple. Enfin, la scène avec l'autre couple, et ça éclate, et on va vers une résolution. Mais je trouve que ce qui précède, pour moi, ça a été très très dur. Donc je pense que c'est à l'image de l'angoisse que vous avez ressenti, ou je ne sais pas. Mais il y a des choses qui m'ont dérangé, je savais plus trop. Mais quoi par exemple? Par exemple, toute cette partie, cette insistance sur ah oui, mais toute cette question de la religion, avec les enfants qui disent qui insistent sur le paradis, l'enfer, le machin, la mère Dunia que Sophia va voir et qui dit bah oui, mais c'est vrai, etc. Une espèce de truc où on se dit est-ce que le film sert bien à la cause à laquelle je crois moi, ou est-ce qu'il dessert la cause? Enfin, on est perdu quand même, je trouve. Voilà. Je ne sais pas si c'est une volonté. Moi, j'étais perdu à un moment. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, j'essaye de faire des films qui ne servent pas une cause ou une autre. Non. Mais par exemple, d'écrire le malaise de quelqu'un comme le personnage de Sophia, dont il ne faut pas oublier qu'elle est elle-même maghrébine, et dont on peut penser même, quoi que ça ne soit pas vraiment dit dans le film clairement, mais qu'elle est elle-même croyante. En tout cas, elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que son mec sur cette question. Donc de centrer son malaise autour de ce personnage tel qu'il est défini et dont le fils est pris pour le petit blanc de service, c'est quand même moi je trouve intéressant, parce que ce qui m'intéresse c'est le paradoxe, voilà. C'est vrai qu'il y a une part d'angoisse assez forte. Enfin, nous, c'est vrai qu'on n'a jamais oublié qu'on faisait un film sur des gens qui paniquent et qui ont l'impression que ce qu'ils devraient penser qui devrait marcher, en fait, tout d'un coup, ils ont l'impression contraire. Ils se sentent, ils se sentent paranoïaques. Ils ne savent pas s'ils ont des ennemis ou pas. C'est un film qui parle de la paranoïa. Et donc, je comprends très bien que ça mette mal à l'aise.
Après, nous, on avait l'impression de vivre dans un monde où justement, était en permanence, il y avait en permanence des non-dits un peu sur les choses. Et en même temps, beaucoup d'angoisse. On voyait aussi autour de nous ces trucs-là de façon énorme, le contournement de la carte scolaire, le privé, etc. Et donc, à un moment, le désir, c'était vraiment de pas botter en touche. C'est-à-dire d'aller là où ça gratte. Là où ça peut être désagréable. En 2015, pendant les attentats, etc. Donc, c'était pas possible de ne pas le faire. Après, la peur, on l'a eu aussi d'être contre-productif, de faire un film qui est déprimant, qui donne pas envie d'aller à l'école publique, ou qui donne pas envie, parce que c'est évidemment pas ce qu'on a envie de faire. On a envie plutôt que ça nous fasse réfléchir, que ça nous donne envie d'aller à l'école publique, de vivre dans la mixité, etc. Mais comme c'est un film sur la peur, à un moment, on doit aussi faire ressentir ce truc-là. Et l'affronter. Et l'affronter pour ensuite que ça se détende. On est conscient, quand on écrit un film comme celui-là, qu'on est sur une ligne de crête. Donc chaque scène, on fait très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on ne dit pas. Ensuite, à chaque étape, avec les producteurs, avec les comédiens, on fait très attention. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas écrire parce que il y aurait des gens mal intentionnés qui vont mal interpréter le film. Voilà. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple très concret. Je regarde cet après-midi un débat qui a lieu entre deux journalistes, un du Figaro Magazine et un de l'Obs. Celui du Figaro a aimé le film, celui de l'Obs l'a pas aimé. Et le mec du Figaro l'a aimé. Dans le journal, c'est le contraire. Il y voit des choses dans le film qui n'existent pas. Il dit à un moment donné, ce couple de bobos ne veut plus mettre leur enfant dans l'école parce qu'il y a trop d'immigrés dans la classe et que ça fait baisser le niveau de l'école. C'est exactement les termes qu'il dit. Je ne sais pas où il voit dans le film que Paul et Sophia disent « Oh là là, le niveau va être très faible dans la classe et donc on va enlever notre enfant de l'école parce que le niveau est très faible. » Au contraire, ils pointent leurs copains qui prennent cet argument en disant que c'est... Voilà. Bon, eh ben, vous ne pouvez pas empêcher un mec du Figaro d'y voir ses propres projections qui ne sont pas dans le film. Donc voilà, donc quand on fait nous, en plus c'est pas la première fois que ça nous arrive, quand on fait un film comme ça, on dit ce qu'on dit, mais les gens qui interprètent de travers, tant pis pour eux. Non, on interprète tous de travers de toute façon. Oui, de toute façon, on est dans un... Parce qu'on est chacun de travers, enfin voilà. Il y avait un moment où on voulait appeler le film, enfin je trouve ça intéressant par rapport à ce truc-là, on voulait appeler le film le syndrome du cockpit, parce qu'on avait été très frappés par cette espèce de truc où pendant le 11 septembre, là, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, en fait on a décidé de fermer les cockpits de l'intérieur avec un cadenas pour se protéger des terroristes. Et puis finalement c'est un pilote dépressif qui s'est retrouvé à s'enfermer dans le cockpit et qui a tué tout le monde. Et on se disait, bon ben voilà... Parce qu'on ne pouvait plus rentrer dans le cockpit, justement. Et pour nous, ça nous a fait beaucoup réfléchir parce qu'on avait la sensation que c'était une métaphore assez forte de ce qu'on est en train de vivre dans la société, et notamment à travers l'école. C'est-à-dire qu'on le ressent tout le temps quand on parle avec on habite depuis le début de Bagnolet, l'Est parisien, le 20e. Donc le contournement de la carte scolaire et le privé, ça existe à 300% dans ces quartiers-là. Et avec des parents qui sont plutôt de gauche, qui ont envie de... Mais à un moment, qui se disent, on essaye de sentir le truc, et nous, on se disait, voilà, de toute manière, cette question-là, elle n'est pas à remettre en cause, qu'on ait envie de protéger son enfant, c'est bien, c'est tout à fait normal. Qu'on soit face à de la peur, ça arrive à tous les parents d'avoir peur, je pense à tous les parents, quelle que soit notre classe sociale ou notre origine, on a tous peur pour nos enfants. Mais il y avait l'idée que... le danger, le vrai danger, c'est-à-dire que nous, on essaye de protéger notre enfant pour qu'il ait une bonne scolarité et qu'il ne soit pas mis en danger, mais le vrai danger qu'on fait courir à nos enfants, c'est une société où on ne se rencontre plus. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et ça c'est 10 ans plus tard qu'on s'en rend compte. C'est à plus long terme, et c'est une société potentiellement beaucoup plus violente. Exactement. Oui. Mais maintenant, je veux aussi rajouter que la religion, à l'école, dans plein d'écoles, est un truc d'identification des enfants.
après un certain âge, je veux dire, la société traverse les grilles de l'école, et c'est ce que dit Ramsey à un moment donné dans le film. À d'autres moments, c'est un autre phénomène, on s'identifie sur autre chose, mais en ce moment, en tout cas dans l'école dans laquelle on vit, c'est la religion. Et les mômes se reconnaissent. Enfin, donc voilà, on voulait aussi parler de ça, et de dire, bah oui, puisque tu crois pas la même chose que moi, tu es différent de moi. Et le problème de Coco, c'est surtout qu'à un moment donné, il se retrouve seul. Mais en fait, tout le monde peut se retrouver seul. Enfin, nous, quand on a fait le film, très vite, on s'est raconté ça. C'est-à-dire qu'on l'a tous vécu. Soit on est le prolo de quelqu'un, le bourgeois de quelqu'un, le blanc au milieu des enfants d'immigrés, ou au contraire, le noir, bébé de quelqu'un, ou l'arabe au milieu, ou le chinois au milieu des blancs. Parce que tout d'un coup, on nous a mis dans une école plus bourgeoise. Donc cette expérience, je pense que tout le monde l'a vécu. Être isolé, chercher sa place, c'est une problématique de l'école. D'ailleurs, Coco est le blanc de service, mais sa mère est l'arabe de service. Ben oui, bien sûr, donc c'est évidemment ambigu. Michel. Oui, moi je voulais dire que plus qu'un problème de l'école, l'histoire que vous racontez, c'est un problème de parentalité. C'est-à-dire que je suis là. Ah oui, pardon. C'est ces parents qui essayent de vivre à la place de leur enfant, mais ça c'est redoutable. Cet enfant, il vit pas. C'est son père qui vit pour lui, sa mère vit pour lui. Mais, oui, mais quand même, c'est pas le problème de l'école, c'est le problème des parents. Non, les parents sont pas obligés de vivre, voilà. Parce que à la limite, moi je pense qu'ils nuisent plus à leur enfant que l'école. C'est-à-dire le retirer un enfant de son quartier et comment il va faire après, voilà. Moi, tous mes enfants ont vécu à l'école publique, ils ont eu tous les problèmes que vous traversez, j'ai vécu toutes les angoisses que vous risquez, mais aujourd'hui, voilà. Et quand moi je traverse le quartier, j'entends les gamins qui disent c'est le daron de Vladimir, tout ça, voilà, voilà. Parce qu'il a vécu dans son quartier avec ses copains, voilà. Et ça n'empêche pas de réussir après. Oui, mais c'est une question. Effectivement, ils sont toujours décalés par rapport à leur môme. C'est-à-dire quand il va pas bien, ils le voient pas, et quand il va mieux, ils le voient pas non plus, et qu'ils sont en totale panique, etc. Et puis effectivement, on vit dans une société aussi où, en tant que parent, on a tendance à ne plus rien accepter. C'est-à-dire, votre môme, il revient avec un vêtement déchiré, on se dit oh là là, c'est très grave, il faut absolument le... Donc effectivement, mais parce qu'on est dans une société du zéro risque. Et l'autre famille aussi. Et que voilà, mais combien de parents surréagissent par rapport au moindre truc qui arrive à leur môme. Enfin. On a tellement peur de rater quelque chose que... Et puis on est dans une société d'accord, on dit le harcèlement, le souci, donc il y a comme ça, c'est comme la maîtresse qui se retrouve obligée de faire des exercices intrusion, attentat, ça c'est quand même une vaste supercherie, c'est-à-dire qu'aucun enfant ne va être protégé. Le jour où un terroriste viendra dans une école, et j'espère que ça n'arrivera jamais, c'est pas parce qu'on a appris à se mettre sous la table qu'on va être protégé, c'est complètement absurde. Par contre, on crée quand même des générations d'enfants à qui on fait peur, qui pensent qu'un terroriste peut rentrer dans leur école n'importe quand. Et ça rentre dans cette même idée de la peur constante. Ils sont pas terroristes. Oui. C'est vrai, pardon. Individu à caractère intrusif. Il y a la peur du langage. Ah oui. Monsieur. Bonsoir. En fait, naïvement, j'aurais tendance à faire un parallèle entre la scène du Cinoche et la manière que je préparais la scène du début de défilé des métèques. Je ne sais pas pourquoi, maintenant, je voulais savoir, en fait, si il n'y a pas plusieurs parallèles sur, d'abord, sur celui ou celle qui va faire le plan pour y arriver, il y a la quête, il y a tout ça, il y a plein de choses. Également, quel est le catalyseur, ou au contraire, le bloqueur de l'action, pour est-ce qu'on est plutôt rassembleur, ou au contraire, exclusif. Enfin, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et ce que je voulais savoir, c'est si la scène du Cinoche, c'est a priori la scène des 400 coups, si j'ai bien compris, puisque le film c'était ça,
si vous deviez donner un titre à ce qui pourrait être un film, ou au contraire un événement qui pourrait donner lieu à ce simulacre, cette espèce de simulacre des défilés de Emetek, quel titre vous donneriez en fait? Alors, juste pour vous poser le col. c'est pas évident ce que vous. C'est pas évident. En tout cas, le Cinoche, c'est un super cinéma. Là, on est au Méliès. Dit-il au Méliès. Non, je sais pas comment répondre. Trouver un titre à la fin du film, c'est ça? Est-ce que vous êtes inspiré de l'événement oui, on s'est inspiré de la vraie parade Métèque déjà. Et ensuite, sur le cinéma, oui, effectivement, il y a une espèce de rappel des 400 coups, ça c'est évident. Voilà, ils volent les photos, enfin voilà. Mais je dirais plus généralement, il y a cette idée qui nous a semblé plus intéressante du rapport à la culture. Et je dirais que voilà, comment intéresser. Voilà, notre film quand même se veut être un hymne à la mixité sociale, au fait que des enfants de différentes catégories sociales puissent se rencontrer et faire des choses ensemble. Et c'est difficile. Et je veux dire, c'est pas ici que je vais apprendre que parfois c'est difficile d'intéresser à un même objet des gens de différentes classes sociales. Et je dirais que c'est la scène aussi du conservatoire qui est au milieu de la cité, qui n'est fréquenté que par les enfants de Bobo. Mais je pourrais parler des cinémas, par exemple. Non, mais on est quand même dans des banlieues rouges qui, historiquement, justement, ont fait partager la culture au plus grand nombre, enfin, une sorte de culture populaire, on va dire. Et c'est vrai que ça, par exemple, avec le cinéma, ça nous soucie pas mal parce que le cinéma est presque analysé en termes d'origine de sociologie. Il y a une sociologie des cinémas. Et par exemple, notre film, alors ça c'est un exemple très concret, le film est exploité depuis une journée. Et donc il fonctionne très clairement dans certaines salles et pas dans d'autres. Et il ne fonctionne pas dans des CGR, dans les cinémas populaires. Dans les cinémas populaires, où on va plutôt voir des films américains ou d'autres films, je ne sais pas. Mais c'est un film qui parle exactement de cette question. De la société que vivent les gens qui vont dans ces cinémas, mais ils n'ont pas envie de voir ce film. Donc nous, on se remet en question. Nous, ça nous pose vraiment des questions par rapport au cinéma qu'on fait. Comment faire des films ou comment vraiment populaires qui soient transclasses? C'est très difficile, ça. C'est vraiment une question que nous, on se pose. Depuis le départ, on essaye de faire des films qui puissent être vus par tout le monde, peu importe son niveau socio-culturel, enfin que ça soit accessible à tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la comédie, parce qu'un rire, c'est un rire, quelle que soit la... Voilà. Et on s'aperçoit que c'est difficile. Et de plus en plus, le cinéma est morcelé. Alors maintenant, on fait du cinéma de seniors, on fait du cinéma pour ados de banlieue, on fait du cinéma pour bobos, voilà. Et c'est très effrayant, cette conception de la société, en fait, morcelée comme ça. Et le film raconte ça aussi, c'est que l'école aussi devient ça. C'est-à-dire, voilà, il y a des écoles séparées, il y a des... Voilà, et c'est une vraie question. Aller quand même, hein, comment faire société? Oui, ça va aller quand même. Ça va. Je glisse une autre lecture de la question qui a été posée, c'est que la scène finale, c'est aussi le point culminant de quelque chose qui a trait à la question du déguisement, je trouve. Parce qu'il est maquillé quand même, Édouard Baird, compris de façon un peu cracra, tout ça. Et elle, on la voit à plusieurs reprises en train d'affiner son maquillage, de changer de chaussures pour passer d'un monde à l'autre. Parce que pour nous, c'était ce truc qu'on peut être vu comme de la caricature, joue dans le film. C'est-à-dire que les personnages, enfin, on se présente tous au monde avec un déguisement, avec un habit, avec un masque. Avec un masque social, en fonction de là où on veut rentrer, etc. Ça, je crois qu'on le vit tous. Et oui, on aimait bien l'idée de s'amuser avec ça.
Parce que les personnages, ils sont tous arrêtés par ça, c'est-à-dire que, voilà, Dounia, on risque de la voir que comme une personne voilée, alors que derrière, elle a un gros caractère et des idées politiques et un tempérament assez proche de celui de Paul, hyper provocateur, etc. Enfin, c'est quand même un personnage qu'on a envie qui dépasse complètement, on va dire, son déguisement. Pour autant qu'un voile soit un déguisement comme le rouge à lèvres de Sophia, c'est-à-dire qu'ils sont tous un peu... voilà, c'est la question de comment on se présente au monde, et après, comment on peut être bloqué là-dedans. Et j'aime bien cette question. Enfin, je trouve c'est... Oui, c'est vraiment le masque, quoi. C'est le masque qui fait qui recoupe le jeu social. Suivant la catégorie sociale à laquelle tu appartiens, tu te dois d'avoir un certain masque. Donc, par exemple, Sophia adopte par exemple, on a beaucoup discuté ça avec Leïla, c'est quelqu'un qui se change en fonction de son interlocuteur. Donc, quand elle va au travail, elle se met en bourgeoise du quartier où elle va travailler, mais quand elle va dans le jardin partagé, elle met son manteau en peau de bête parce que c'est l'uniforme de rigueur dans cet endroit-là, et en fait elle a un côté un peu zéligue, c'est-à-dire qu'elle a un côté, voilà, en fonction de son interlocuteur, elle se présente et elle pense différemment même. Et même elle pense différemment. Elle se met vraiment à penser comme celui avec qui elle parle, parce que... Et d'ailleurs, on avait une scène qu'on a coupée, on aimait beaucoup, mais qui peut-être qui surlignait trop le propos, enfin ce propos-là justement, où Paul, quand il quittait Sophia, il se retrouvait dans une brasserie à Gambetta, dans le 20e, là où il avait loué sa petite chambre de bonne, et il se retrouvait dans un café branché, et là, en fait, il se rendait compte que les autres étaient habillés, enfin, il y a un serveur qui venait le voir, il était habillé exactement comme lui, et il lui proposait, voilà, que des plats bio et vegan. Et Paul s'énervait, il devenait fou en fait, d'être passé de l'autre côté et d'être au milieu des gens qui lui ressemblent vraiment. Et il y avait un truc comme ça, quasiment de sketch, qui serait passé ou pas d'ailleurs, mais où ils avaient exactement la même tenue. Moi j'y voyais des scénettes, des caractères, la commedia dell'arte, dont on vient de parler, des masques. Vous pouvez nous raconter ce personnage de l'institutrice, des deux directeurs, la directrice et le directeur, qui sont vraiment très marqués, très dessinés, hein, comme personnages. Voilà, beaux personnages, parce que en tout cas ceux-là sont... Alors, moi je peux répondre, Taya, d'abord. Je peux dire une chose qui est plus globale, c'est que quand on écrit, nous on a le désir d'écrire de la comédie. On a le désir à la fois d'être dans une certaine complexité, et je pense que cette complexité des sentiments, du dilemme et tout ça est vraiment incarnée par les deux personnages principaux. Et puis ensuite, il y a une galerie de personnages qui sont autour de ces deux personnages principaux, qui sont plus décalés, qui portent beaucoup plus la comédie. C'est-à-dire que la comédie, elle est beaucoup plus portée par Ramzy, par le personnage de Bayard, par celui de Toledano, par toute une galerie de personnages dont on volontairement qu'on rend plus outré. Parce que évidemment, c'est pousser un personnage au bout de sa logique. Donc par exemple, cette institutrice qui a un langage, une novlangue incompréhensible, il y a un degré au-delà duquel ça devient drôle. Mais évidemment, la contrepartie, c'est qu'on se dise, oui, mais aucune institutrice ne parle comme ça. Oui, mais si on fait parler l'institutrice comme parlent les institutrices, c'est moins drôle. Donc voilà. Ensuite, on s'expose évidemment à ce qu'on nous dise, oui, mais c'est caricatural, il n'y a pas d'institutrice comme ça, il n'y a pas de directeur comme ça. Non, mais là, c'était vraiment aussi pour parler. Parce que comme c'est un film sur la peur des parents, finalement, le sujet principal n'était pas vraiment ce qui se passe dans l'école, mais plutôt la projection qu'en font les parents. Et ça, je pense que beaucoup de parents, quand ils mettent leur enfant à l'école, ont paniqué, jugent un peu au premier abord l'institut ou le directeur, se focalise sur ce qu'on va leur dire et potentiellement imagine des choses. Et nous, on se disait qu'avec ces personnages, on ne pouvait pas vraiment entrer dedans, on ne pouvait pas décrire le microcosme de l'école parce que ce n'était pas le sujet du film, et que par contre, à partir du moment où on a développé cette idée de la novlangue, de cette langue
qui évite tout le temps de dire les choses, on trouvait que plus que de parler de l'institutrice, ça parlait en fait de la société, d'un truc qu'on voulait raconter dans le film, de comment éviter les sujets qui fâchent, de comment parler sans parler des choses. On les dessine en fonction de la... Alors pour le coup, parler des 3 directeurs. Bon, je dirais le directeur de Jean Jaurès, c'est un vrai personnage important qui se débat lui-même, qui est inspiré d'ailleurs d'un directeur qu'on a bien connu, qui à la fois se dit face à son institutrice, ben moi j'essaye d'appeler un chat, et j'essaye finalement, je parle comme les enfants me parlent, parce que j'arrive à comme ça créer un contact direct avec eux, et s'ils me disent ta gueule, je leur dis ta gueule. Et évidemment, du coup, on a eu une impression première de quelqu'un de vraiment... qui craint, quoi, qui n'est pas dolto. Ouais, voilà. Finalement, je pense qu'il est admirable. Et finalement, on voit qu'il se débat, on voit qu'il a une vraie idée de ce que doit être une école publique. Et c'est certainement le personnage, au fond, le plus positif du film, je pense, moi. Quant aux 2 autres directeurs, ben, alors là, c'est un peu, je vais dire... on les crée en fonction des scènes qu'on a à écrire. Donc là, on sait qu'on a une scène à écrire où ils trichent sur leur adresse et ils se font choper par la directrice, Claudia Tagbo. Eh ben, on écrit le personnage, qui est un personnage qui est droit dans ses bottes, qui est voilà, la loi et la rigueur, et qui les voit venir de loin. Et donc, on écrit ça comme si eux, c'était des enfants qui sont pris la main dans le pot de confiture. C'est cette idée-là. Quant au directeur de l'école Cato, ben là, moi personnellement, j'ai exprimé mon anticléricalisme primaire. Merci beaucoup pour ce film, il m'a beaucoup plu. 2 remarques. Je trouve que... qui nous parle? Je suis là, pardon. Ah oui, pardon. Oui. Je trouve que tous les rôles sont très bien interprétés, et particulièrement... l'histoire, en tout cas le personnage de Sophia, moi il m'a beaucoup plu. Je trouve que une partie de sa personnalité qui veut montrer qu'elle est française, et à la fois elle est tiraillée par aussi d'où elle vient, on voit un peu ces contradictions où parfois elle veut montrer qu'elle est comme tout le monde, et ensuite quand elle est avec des gens qui ressemblent peut-être de là où elle vient, elle commence un peu à changer. Je trouve que c'est très bien traité, enfin, cette schizophrénie en tout cas, pour la connaître, je trouve ça très bien fait. Et par ailleurs, je trouve que la peur aussi des parents est très bien dessinée, parce que on comprend bien que les parents sont tellement angoissés, ont tellement peur pour leur enfant qu'ils ne pensent même pas à lui en parler, en fait, à lui dire est-ce que tu veux toi changer d'école, qu'est-ce que tu en penses. Voilà, à la fois il y a une volonté de dialogue, parce qu'ils essayent de creuser pour savoir comment il va, mais il n'y a aucune discussion sur son avenir, en fait, pour qu'il puisse y prendre part. Donc là, on comprend que les parents, c'est dans leur tête, quoi, ça mouline, et ils sont partis, ils ont pris la locomotive. Donc, ouais, moi j'ai bien vu en tout cas que c'était en tout cas une peur des parents. Et alors moi j'avais une toute petite question, c'était, je l'ai trouvé très drôle le film, et surtout la scène à la fin avec la femme voilée Spider-Man, quoi, c'était à mourir de rire. Et je me suis demandé comment vous avez eu l'idée en fait de ça, quoi, d'où ça vous est venu. C'était très on y croyait à mort déjà, les cours de Varap, ça permettait de faire changer aussi l'image de cette femme. Et puis on en connaît beaucoup des gens de banlieue qui sont à la fois champions de boxe ou de je sais pas quoi, et puis qui sont en même temps musulmans et voilés, quoi. Enfin, des femmes. Ça nous faisait beaucoup rire, et on trouvait ça même assez juste, parce que ça existe vraiment. Et après, il y avait clairement le désir de partir vers le conte. Oui, je crois qu'on a c'est ce qui a été le plus difficile à écrire à cette fin, parce que rien ne nous satisfaisait. Comme je disais tout à l'heure, toute solution un tant soit peu réaliste nous déprimait. C'est-à-dire les 2 solutions réalistes possibles étaient soit Coco revient dans son école
et tout est bien qui finit bien, juste ça. Et par là, ça a invalidé en fait toute l'angoisse des parents. Ça voulait dire, ben non, en fait, tout ce qu'ils ont vécu était injustifié puisque tout va bien dans cette école. Et c'était quand même pas ce qu'on voulait dire, parce que c'est pas ce qu'on veut dire de l'état de l'école publique aujourd'hui dans beaucoup d'endroits en France. Donc on voulait pas finir comme ça parce que ça aurait été vraiment trop angélique. Et on voulait pas finir non plus avec Coco, il le change d'école, il le met dans la belle école parisienne, et puis tant pis pour l'école de Bagnolet qui s'écroule, mais voilà. Donc, sachant qu'on ne voulait pas finir ni sur une solution ni sur l'autre, il fallait trouver une troisième solution qui dise à la fois, bah oui, l'école est en mauvais état, oui, d'une certaine manière, l'école publique, dans bien des endroits, est en train de s'écrouler, la métaphore de l'école publique est en train de s'écrouler, mais on peut peut-être la reconstruire si on s'y met tous ensemble. Et à partir de cette idée, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui peut incarner cette idée-là? Ben, l'école s'écroule réellement, et ils s'y mettent tous ensemble pour sauver le directeur de l'école. Je crois qu'on a plus eu l'idée avant d'avoir la métaphore. Enfin, peut-être, ouais. Si je me souviens bien. C'est possible, je sais plus. Ouais. Mais, Madame. Oui, moi je vais vous faire part d'expériences qui vont aller d'un côté de votre film et puis ailleurs. Il se trouve que j'ai travaillé 44 ans dans l'éducation nationale comme institutrice et directrice d'école. Donc je me suis replongée, maintenant je suis à la retraite, mais dans ce que j'ai vécu. J'ai vécu des parents d'élèves qui viennent me voir en tant que directrice en me disant on n'en peut plus parce que notre... Enfin, là c'était 2 enfants. Il y a leurs copains qui leur disent qu'il ne faut pas manger de viande parce que c'est pas bon, ils vont aller en enfer s'ils mangent de la viande. Là, c'était pas d'aller en enfer, mais c'était il ne faut pas manger de viande parce que c'est pas bien. Et donc des conflits à l'intérieur de l'école. Heureusement, les parents ont réussi à être intelligents d'un côté et de l'autre et à calmer le jeu. Autre situation, quand on doit sortir de l'école, des conflits par rapport aux parents qui accompagnent, aux mamans qui accompagnent, voilées ou pas voilées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez ça, vous ne l'avez pas abordé. Par rapport à l'école, 2 situations. Des parents, je vais dire maghrébins, qui rapidement mettent leur enfant à l'école Saint-Joseph. Là, c'est pas Saint-Benoît, c'est Saint-Joseph. Et par contre, des parents bobos, journalistes à Libération, ingénieurs, chefs, machin, dans un quartier très populaire, hein, c'était à Panthéon-4-Chemins, pour ceux qui connaissent, qui vont faire le choix jusqu'au bac et tout le temps, de mettre tout le temps leur enfant à l'école du quartier, au collège du quartier, au lycée, etc. Après, on va aller à Henri IV parce qu'on a le niveau pour y aller, mais qui font le choix inverse des familles maghrébines. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. D'ailleurs, je sais qu'il y a aujourd'hui des ponts possibles, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'entrer à Henri IV si on vient d'un collège ZEP, et visiblement, il y a, dans l'éducation nationale, ils ont des chiffres, ils savent que sur toutes les filières en fait, qui sont faites pour mettre en avant les enfants, on va dire, des quartiers populaires, pour qu'ils aillent à Sciences Po ou dans les grands lycées ou dans les prépas, en fait souvent c'est des enfants de CSP+, vivant dans les banlieues qui en profitent en fait. Oui, fils de prof, oui. C'est ça, il y a des chiffres visiblement là-dessus. Ouais. La dernière chose, c'est que c'est dommage que dans nos salles de cinéma, ici au Méliès, on ne voit pas beaucoup de mamans qui portent des foulards, des voiles, etc. Et ça, c'est dommage. Et on n'y peut rien. Je suis d'accord. C'est difficile. J'ai beaucoup apprécié ce film. Ça me rappelait ce que j'ai vécu il y a 20 ans, sauf que c'était pas Bagnolet, c'était Montreuil, mais la même histoire. Et je voulais poser une petite question cinématographique, disons. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part, la jeunesse de Sophia, elle serait dans le film Le Brio de Yvan Attal? On m'a déjà suggéré ça. La jeunesse de Sophia, oui, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Oui, peut-être. En tout cas, il y avait quelque chose qui était important,
vraiment, et Leïla, elle était très attachée à ça, c'est cette idée que ce personnage qui donc s'est hissé socialement, qui a traversé le périph' en devenant avocate et qui revient, tout ça, n'était pas dans une revanche, n'était pas dans la revanche sociale, parce que beaucoup de personnages comme ça sont souvent traités sur le mode de la revanche, c'est qu'elle veut se venger de son univers familial, de je sais pas quoi, et alors que là, vraiment, c'est quelqu'un qui, quand elle revient, veut plutôt être très conciliante, veut à la fois concilier sa jeunesse, son enfance, par exemple son ex-petite amie, et la vie qu'elle a eue après. Donc vraiment, c'est voilà, en tout cas, c'est un personnage qui recherche toujours la conciliation, qui ne veut jamais... par exemple, quand elle dit, quand elle a invité Dounia et Nadir, elle dit oui, mais c'est une toute petite maison ouvrière, elle veut minimiser sa réussite pour ne pas blesser les autres. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça, qui essaye d'être le plus délicate possible, la plus délicate possible, quitte à ne jamais dire exactement ce qu'elle pense. Ça, il y a un peu de ça aussi dans le personnage, et que lui reproche Paul à un moment donné. Tu dis, mais alors, voilà, toi, tu penses quoi en fait? Tu vois, voilà. Bonsoir, Bayard et Michel. Bonsoir. Bravo. Moi, j'avais une question sur le casting au niveau du nom des gens. Donc, c'était un super duo. J'avais adoré Jacques Gamblin et Sarah Forestier. Et là, Leïla Bekti et Édouard Baird, ça marche très bien. Je voulais savoir si ça s'était imposé dans un premier temps. Enfin voilà, est-ce que vous y aviez pensé tout de suite ou est-ce qu'il y avait eu d'autres idées? Non, c'est-à-dire que nous maintenant, quand on écrit un scénario, on essaye de ne pas s'imposer d'avoir trop à l'avance de comédiens en tête, parce qu'on ne sait jamais comment les choses se passent. C'est-à-dire que vous finissez un scénario en l'ayant écrit pour un comédien, et puis vous le faites lire à ce comédien, et par exemple il n'aime pas, et là c'est très déceptif, parce que du coup il faut faire tout un chemin pour essayer d'imaginer quelqu'un d'autre. Et donc, non, on essaye, moi j'essaye, enfin, au moment où j'arrive au casting, d'avoir pas d'idée préconçue, et c'est même mieux aussi, parce que quand on écrit en pensant à quelqu'un, on écrit en pensant au rôle que cette personne a déjà eu dans d'autres films. Alors que quand on arrive vraiment vierge au casting, on se dit, tiens, par exemple, c'est le cas d'Édouard Baird, on se dit, ben, finalement, est-ce qu'il a déjà joué un personnage comme ça? Et là, ça devient plus intéressant parce que du coup, il y a une espèce de prise de risque de dire, bah, tiens, je vais essayer de lui proposer un personnage qu'il n'a pas déjà joué, qui est plus, voilà, qui est plus les deux pieds dans la terre, qui est moins sur le langage et sur la séduction. Et c'est là que ça devient intéressant un casting, quand on cherche des comédiens, parfois contre le scénario. Donc non, enfin, Leïla, on y a quand même pensé assez vite, quand même, pour être tout à fait honnête. Voilà. Sachant qu'ils avaient déjà travaillé ensemble au théâtre. Qu'ils avaient déjà travaillé ensemble au théâtre. Et mais Leïla est arrivée sur le projet avant Édouard. Oui. Et que moi, Leïla, je l'avais rencontrée pour le nom des gens. Donc je la connaissais. Pour rester dans le casting, comment avez-vous trouvé le Coco? J'ai trouvé formidable, enfin... Alors, c'est le directeur de casting enfant, François Guignard. Et moi, tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas d'enfants qui avaient déjà joué ou qui avaient des agents, ou, parce que je sais pas, je trouve ça toujours louche des enfants qui sont déjà comédiens à 7 ans. Donc on a fait ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire en gros faire les sorties d'école. Voilà, on est tombé sur lui. Alors ce qui a vraiment été facile, c'est que ce Tom, il est lui-même fils de prof, qu'ont enseigné en Seine-Saint-Denis. Donc c'est peu dire que cette problématique leur parlait énormément et qu'ils la connaissaient parfaitement. Et ça a facilité beaucoup de choses. Et puis voilà, j'ai trouvé qu'il avait cette espèce de grâce, à la fois une intelligence, un monde. Moi, je cherchais vraiment un enfant avec un monde intérieur très fort. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de parler. On a l'impression qu'il pense beaucoup de choses dans sa tête et que du coup, pour des parents, c'est très déstabilisant parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de deviner ce qu'ils pensent, mais c'est jamais évident. Donc voilà, c'est comme
ça que c'est comme ça qu'on l'a trouvé, quoi. Mais j'ai vu beaucoup d'enfants. Je crois au passage que tu es toi-même fils de prof. Absolument. Ouais. Je vais juste ajouter une chose, c'est que... Si, oui, j'arrive. Non, c'est que Maya a aussi fini il n'y a pas longtemps, puisque le film était à série Maya, une série pour la télé, qui s'appelle Le Grand Bazar, et entre autres Grégory Montel, et que c'est super drôle. Et on va essayer de le projeter chez toi. Et voilà. Je propose, hein. Mais la condition, c'est que vous veniez. C'est bon? Bravo, j'ai aussi énormément aimé le film. J'avais déjà été une grande fan du Nom des gens. Et j'ai retrouvé en fait cette grande qualité de film, de traiter avec légèreté des sujets vastes, complexes et très ancrés dans la vie, quoi. Et donc bravo. Et une toute petite question, moi j'étais un peu surprise que le personnage de la sœur revienne si peu. Donc après j'imagine qu'il y a des contraintes que j'ai pas. Absolument. Ouais, plusieurs personnes me disent ça. Alors ça prouve déjà que c'est une bonne comédienne parce qu'elle imprime son personnage avec peu de scènes. Et effectivement, on a tourné beaucoup plus de scènes avec elle. Mais comme elle a un statut un peu particulier dans le film, qu'elle n'est pas directement concernée par la problématique de l'école, les scènes n'étaient pas... Enfin si, dans les scènes qu'on a gardées, elle l'est. Mais dans les scènes qu'on avait fait avec elle, voilà, ensuite ces histoires de montage. Il y a un effet entonnoir en fait qui est très pénible. Quand on raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il y a ce moment, cette première demi-heure où presque on découvre la famille, on peut prendre du temps en fait pour découvrir les personnages, etc. Et après, quand il y a un effet entonnoir, on rentre dans l'histoire, l'espèce d'angoisse des parents, et plus on va vers la fin, et plus ça devient compliqué de fermer des histoires des personnages secondaires. Donc il y a des histoires, voilà, Michel il a coupé une scène où quand même la maîtresse embrassait le directeur. Moi j'étais très fâchée. Mais les bonus. Presque au scénario, je savais déjà que ça allait se couper parce que ça arrivait trop tard. Et qu'on a déjà eu l'expérience, c'est-à-dire que à ce moment-là, on est avec les deux personnages principaux et l'enfant, et on ne peut plus rien faire d'autre. Il y avait une scène aussi que j'aimais beaucoup. J'ai essayé de militer pour la garder, mais ça n'a pas marché, c'est lui qui décide. Mais où en fait, elle faisait du riz. Quand Edouard Paul a changé de maison, qui vit dans la chambre de bonne, et qu'elle se retrouve seule à la maison avec sa belle-fille, et elle lui fait du riz avec de l'eau. Oui. Donc, sauf qu'elle lui sert un bol de riz et elle n'enlève pas l'eau du riz. Elle lui dit mais t'as pas enlevé l'eau du riz? Et tu me dis mais je croyais qu'il fallait mettre de l'eau pour cuire du riz. Et voilà, elle était marrante cette scène. On la regrette aussi du coup. Faudrait refaire un montage. Ouais. Non, je veux bien qu'on conclue sur une scène très à part dans le film, mais qui du coup fait aussi le lien avec le Nom des gens, qui est la scène rêvée avec les parents. Avec les mêmes acteurs que ceux qui incarnaient les parents dans le Nom des gens, Michel Moretti et Jacques Boudet. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été maintenue alors que pour le coup elle est très extérieure? Ça a été un combat d'ailleurs. J'imagine. Énormément de. Oui, beaucoup de gens voulaient me la faire couper. Pourquoi cette scène? Parce que il me semble que dans les moments de crise, dans les moments où comme il traverse le personnage, où il se sent seul. On se doute par exemple que ce personnage n'a pas beaucoup d'amis par exemple. Enfin, on a cette impression qu'il est assez solitaire. Eh ben voilà, on fait appel à qui? À ses parents quoi. Il me semble qu'il y a ce mouvement assez naturel. Et puis il y a cette idée que il se sépare avec Sofia parce qu'elle le traite de facho. C'est quand même quelque chose qui est très très violent pour lui. Et moi, tout de suite après ça, je me dis, mais forcément, après une scène comme ça, il a envie de dire à ses parents, mais vous vous rendez compte, elle m'a traité de facho, et il avait envie que ses parents lui disent, mais il ne peut pas y avoir de facho dans notre famille, donc t'en fais pas. Voilà. Non, puis c'est la tentation aussi d'écrire cette scène où on découvre au fur et à mesure de la scène qu'en fait il parle à des morts.
oui, cette idée, je pense que pour qui a perdu ses parents, on vit tous plusieurs fois par semaine. Jamais de l'ex de Paul, la maman de la grande sœur. Non, c'est vrai. Non, mais on peut pas parler de tout dans un film, il faut faire des impasses. Elle a fait couper au scénario déjà. Merci beaucoup, Maya Cassier et Michel Leclerc.